bon anniversaire. Donc, je vais vous présenter les composantes essentielles d'un data center régional. Avant ça, je vais commencer par me présenter. Je suis Philippe Boissier, j'ai commencé par travailler chez un opérateur de services internet régional, que certains d'entre vous connaissent si ils sont dans la région. Ensuite, j'ai créé un data center à Montpellier il y a 6 ans de ça. Et aujourd'hui, je m'occupe du développement national des régions pour l'opérateur Néo Télécom. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà très familiers avec les data centers ou pas du tout? C'est quelque chose de totalement inconnu? Non, pas trop. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être en introduction, vous présenter un petit film. On a eu la chance d'être filmé par Midi Libre, qui a réalisé un petit montage vidéo. Alors, ça s'adresse à du grand public, mais vous verrez les différents aspects du data center. Et puis après, on rentrera un peu plus dans les détails. Si ça marche, alors c'est directement sur le site de Midi Libre. La vidéo est en live, alors en 3G, je pense que ça devrait être bien. Ici, vous êtes dans un data center, c'est un lieu qui héberge des données informatiques. Alors c'est forcément très sécurisé parce qu'on héberge des données qui peuvent être confidentielles, qui peuvent avoir un caractère monétaire et qui peuvent avoir une valeur sur le marché du commerce. Donc on se doit de sécuriser au maximum les données qui sont hébergées par nos clients. C'est pour ça qu'ils les mettent en data center, pour qu'elles restent confidentielles au maximum. Les data centers existent depuis bien longtemps, depuis même avant Internet, puisqu'on commençait déjà à mettre des ordinateurs dans des salles sécurisées, tout simplement pour qu'ils puissent fonctionner en permanence. Donc ça peut être pour les systèmes d'aviation civile, par exemple, ou militaires. Et puis avec l'avènement d'Internet, il y a de plus en plus de données qui ont été échangées et ça s'est démocratisé. Et maintenant, c'est vrai que ces centres de données sont le support, si vous voulez, le support numérique des échanges qui sont faits sur Internet. Ce qui se passe quand on fait ça d'un clavier, quand on fait ça d'un ordinateur, c'est ce qu'il y a derrière. Exactement, c'est-à-dire que ça passe d'abord par les tuyaux, et puis au bout du tuyau, il y a effectivement un centre de données comme celui-là, dans lequel sont présents des serveurs. Donc, typiquement, quand vous envoyez un mail, avant d'arriver à votre destinataire, il arrive dans un des serveurs qui sont ici, ou dans un autre centre de données, puis ensuite il est acheminé sur l'ordinateur du destinataire. Ou même, d'ailleurs, la plupart du temps, il reste dans le data center. Ce sont des milliers de données qui sont stockées ici. Forcément, il y a une sécurité. Vous luttez contre l'intrusion, contre l'incendie. Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Il y a un premier niveau qui est un niveau de sécurité périmétrique. Alors, déjà, avant même d'arriver dans le data center, on essaye de prévenir au maximum tout type d'intrusion. Par la vidéosurveillance, par de la téléintervention, par des barrières de sécurité infrarouge, voilà ce genre de dispositifs. Et puis ensuite, tout ce qui est accès physique au data center, c'est tracé au maximum, donc avec des systèmes biométriques, avec encore une fois de la vidéosurveillance dans la salle, des systèmes d'accès sur les baies, pour garantir un maximum de sécurité jusque là où se trouve la donnée, c'est-à-dire dans le disque dur du serveur. Il y a un système d'extraction anti-incendie qui détecte en permanence les détections de fumée. Et s'il y a détection de fumée, donc c'est vraiment très précoce. On n'attend pas que le data center soit en feu, on va détecter déjà le départ de feu. Il y a ce qu'on appelle un lâcher de gaz qui va noyer la salle dans un gaz qui est totalement inoffensif pour l'environnement et pour l'homme, mais qui va diminuer le pourcentage d'oxygène de façon à ce que le feu ne puisse pas prendre. Plein de courant. On fait tout pour éviter ça. On est déjà sur des chaînes EDF sécurisées, des boucles EDF sécurisées. À partir de là, on a plusieurs, ce qu'on appelle des tableaux de distribution, des chaînes électriques, si vous voulez, totalement séparées, avec des onduleurs, avec des packs batteries, avec double coupe électrogène, pour permettre de pallier à une panne plus ou moins longue du réseau EDF. Aujourd'hui, on est capable, c'est-à-dire avec une coupure totale du réseau EDF, on est capable de tenir en plusieurs jours, en totale autonomie, sans courant EDF. On garantit effectivement toute la sécurité physique, on garantit
Voilà, c'était assez généraliste sur le data center. Donc le data center, vous avez vu, c'est le data center qui est situé à Montpellier. Désormais, un client peut signer son contrat directement en ligne. Oui, mais c'est Alors. bloc. Donc, ce que je vais faire, je vais vous présenter rapidement qui nous sommes, et puis je ferai un petit focus sur la partie sécurité, parce que c'est quand même, dans la philosophie de notre métier, c'est vraiment la ligne directrice de la plupart de nos actions. Donc, Néo Télécom, aujourd'hui, le fait important, je vais passer rapidement, hein, on est opérateur d'infrastructure fibre. Donc on est opérateur de fibre optique, on tire notre propre réseau de fibre optique, et on l'opère pour le compte de nos clients. Ça c'est l'unité historique, et puis un réseau de data center en France, une petite activité cloud computing aussi à destination de nos clients data center. Le fait marquant, c'est qu'on est en permanence en investissement, puisqu'on a un métier qui est très capitalistique. Et surtout, donc dans un mois, on sera intégré totalement au groupe Zayo, dont j'imagine personne d'entre vous n'a entendu parler, qui est un groupe américain, je vais en parler juste après, voilà. C'est un groupe américain qui réalise aujourd'hui un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, dont le métier principal c'est tirer de la fibre optique et exploiter le data center. Donc on est complètement dans le même métier. Et donc dans un mois, on sera 100% Zayo France. Un changement pour nous. Les métiers, donc je ne vais pas parler trop de Néo Télécom, je vais plutôt parler directement de Zayo sur un slide. Alors je suis désolé, la présentation est en anglais. On est en train de faire toutes les traductions. Les métiers, ils sont très très simples, hein. C'est déployer de la fibre noire sur des réseaux métropolitains ou nationaux, louer cette fibre noire à des opérateurs ou des grosses entreprises. Ça c'est les métiers d'infrastructure pure et dure, si je peux dire. Ensuite vous avez des métiers qui couchent un petit peu au-dessus, qui sont l'allocation de longueur d'onde sur ces fibres, l'allocation de services Ethernet, donc de 100 à 10 gigabits, même 100 gigabits sur des longueurs d'onde. Des services de transit IP, donc la connexion vers le réseau Internet. Et dernier métier, la colocation dans une trentaine de data centers dans le monde. Les data centers de Zayo sont très similaires aux nôtres. Ils sont conçus pour être des data centers neutres et multi-opérateurs, donc pour permettre à des opérateurs, des entreprises, des collectivités de venir héberger leur infrastructure informatique en toute sécurité et avec le maximum de diversité en termes d'opérateurs pour qu'ils aient le choix de leur connectivité. Il y a certains data centers de Zayo qui sont aujourd'hui on va dire des nœuds d'interconnexion privilégiés, c'est-à-dire que vous avez une très forte concentration d'opérateurs et ça devient un petit peu des nœuds incontournables de connectivité dans le monde. Il y en a quelques-uns sur le sol américain. Un petit peu comme Telehouse 2, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec ce data center, qui sur Paris a une des références en termes d'interconnexion. Ensuite, donc, au niveau national, nous on opère une dizaine de data centers à Montpellier, Toulouse, Nantes, La Roche-sur-Yon, Besançon, Metz-Nancy et puis Paris, il y en a quelques-uns. Le réseau fibre optique de Néo Télécom essentiellement parisien à ce jour. Après, on pourra discuter s'il y a des questions sur les fibres optiques. Hein. Je sais que beaucoup de connaisseurs parmi vous. Voilà. Donc je vais passer rapidement au sujet qui nous intéresse, qui est le data center régional. Comme je vous disais, je ne vais pas trop parler technique, je vais plutôt essayer de vous présenter la philosophie qui finalement induit tout ce qu'on fait derrière.
la guideline, c'est vraiment sécuriser les données émergées. Donc, quand on a dit ça, on essaie de faire en sorte que tout ce qu'on fait soit dans cet objectif. Alors, ça veut dire quoi, sécuriser les données émergées? On l'a vu, c'est mettre ces données dans un data center, comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Mais pourquoi? Alors, ça, on va dire, on va décliner en deux aspects. C'est d'abord éviter la disparition totale des données. Comme vous le savez, aujourd'hui, si une entreprise perd ses données, elle a 90% de chances de ne plus exister à horizon court, moyen terme. Donc on va, à notre niveau, d'infrastructure, mettre en place ce qu'il faut pour éviter la disparition des données. Et puis, on va également faire en sorte d'éviter la corruption des données, toujours au niveau infrastructure. Donc, sur la disparition des données, ça veut dire éviter les sinistres, enfin, faire en sorte, du moins, que lorsqu'un sinistre survient, il y ait le moins d'impact possible, d'éviter des malveillances. Puis sur la corruption, d'éviter la corruption physique de la donnée et également la corruption logique. Sur les sinistres, éviter un sinistre, c'est facile à dire, il y en a beaucoup, il y a les tremblements de terre, il y a un avion qui peut tomber sur un data center, il y a tout un tas de sinistres qu'on peut imaginer. On va dire les deux qui sont les plus courants en data center, c'est le feu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup d'électricité qui circule. Donc c'est l'ennemi numéro 1, si je peux dire, du data center. Pour ça, on va tout faire dans les data centers pour détecter, ce que je disais tout à l'heure, de façon très précoce l'incendie. On va détecter des émissions de fumée. On va mettre des temporisations pour vérifier que c'est bien un feu, éventuellement d'abord l'éteindre de façon manuelle si c'est très localisé, pour éviter de noyer la salle ou d'envoyer du sprinkler qui pourrait être beaucoup plus destructif pour les serveurs. Au niveau des systèmes d'extinction, on va plutôt privilégier des systèmes d'extinction à gaz ou éventuellement un brouillard d'eau, mais de moins en moins on va utiliser du sprinkler à haut débit qui va forcément allumer les serveurs. Et puis surtout, le plus important, c'est la formation du personnel. C'est-à-dire qu'on peut mettre plein de dispositifs, c'est former les équipes qui vont être vigilantes sur le fait qu'il n'y ait pas de carton, par exemple dans le data center, informer aussi les clients, les utilisateurs du data center de soigner leurs serveurs, si je peux dire. Donc mettre des serveurs de bonne qualité, éviter qu'il y ait des fils qui embrouillent, etc. Et puis aussi les pompiers. Donc, les faire venir régulièrement, leur montrer le site, qu'ils soient familiarisés si jamais ils devaient intervenir avec là où il peut y avoir une source de feu plus risquée que l'autre. Il y a tout un process qui est en place. Deuxième sinistre, c'est l'inondation. Bon, là, on va dire plus basique, c'est s'implanter évidemment en zone non inondable, mettre si possible le déclencher surélevé. Pour avoir entre guillemets une petite marge de manœuvre s'il y a vraiment une fuite d'eau, système de détection, éventuellement des pompes. Ensuite, donc éviter une malveillance, c'est essentiellement du vandalisme ou du vol de la donnée. Donc toujours pareil, pour éviter la disparition de la donnée, on va éviter on va faire en sorte qu'elle soit bien protégée. Donc ça va commencer par sécuriser le bâtiment, mettre en place des murs renforcés, des portes blindées, des sas de sécurité, de la vidéosurveillance, des systèmes d'alarme, etc. Enfin, tout un tas de dispositifs qui n'ont qu'une fin, c'est d'éviter le vandalisme ou le vol. Pour éviter le vol, donc il y a tout ça, et en plus, il y a effectivement du contrôle d'accès qui est dissuasif, on va dire, c'est-à-dire que quand une personne rentre dans un data center, on sait qu'elle est filmée, elle sait qu'elle a mis son empreinte ou sa main ou sa rétine, même des fois pour le contrôle d'accès, elle est quand même beaucoup moins tentée d'aller voler une donnée qui serait dans le data center. Si malgré tout, elle avait quand même cette idée en tête, il y a des baies qui sont fermées à clé, qui sont quand même sécurisées, donc tout est fait pour éviter ça. Tout ça, c'est pour la partie disparition de la donnée, au niveau du data center, évidemment, puisqu'après, on rentre dans les serveurs. Et donc là,
pour éviter la corruption des données. Alors c'est éviter la corruption physique. Alors ça rejoint vraiment beaucoup l'exposé qu'a eu mon confrère tout à l'heure, qui est les priorités, c'est le maintien en condition opérationnelle des machines. Donc faire en sorte que les machines soient, à la bonne température, si je peux dire. Donc éviter les écarts de température entre l'avant du serveur et l'arrière du serveur. Éviter les variations de température pour avoir une influence sur la machine en elle-même. Contrôler sa consommation via justement des systèmes de distribution électrique intelligents qui vont permettre de savoir si un serveur consomme plus que d'habitude, s'il y a des variations dans sa consommation, si il y a une alimentation qui consomme plus que l'autre, un comportement anormal d'un serveur avec justement toutes les remontées d'alerte que peuvent offrir les produits que vous avez vu tout à l'heure. Donc contrôle de l'hygrométrie, donc tout ce qui est humidité dans l'air, conditions environnementales. Et puis dernier point, offrir au serveur une alimentation, une source de courant la plus propre possible. C'est toujours pareil, avec le moins de variations de tension, d'intensité possible, le moins d'harmonique, etc. Et puis sans coupure, parce que évidemment, si les serveurs, vous arrachez les deux fils, les deux câbles d'alimentation d'un serveur, forcément, il y a quand même des chances d'avoir des impacts sur les disques durs, parce que les systèmes vont s'arrêter, vont mal s'arrêter, peut-être corrompre la donnée. Voilà, donc tout ça c'est fait pour que finalement les serveurs tombent le moins en panne possible, s'arrêtent le minimum possible. Encore une fois, pour que la donnée ne soit pas corrompue pour une raison physique. Et puis après, il y a la corruption logique. Donc nous, notre métier de data center, on va dire, s'arrête là. Là, c'est plutôt le métier d'opérateur qui va commencer. Et ce qu'on fait simplement, entre guillemets, en termes d'opérateur, c'est qu'on propose une solution de sécurisation contre les attaques de type DDoS, donc des attaques massives, distribuées, et que généralement, les entreprises qui sont en data center n'ont pas les équipements suffisants pour encaisser, si je peux dire, des attaques massives de plusieurs gigabits, voire dizaines de gigabits d'attaques simultanées. Donc on va plutôt, nous, en cœur de réseau, bloquer ces attaques pour éviter qu'elles n'arrivent sur les équipements des clients. Et surtout, après, c'est évidemment, pour éviter la corruption logique, du ressort du client, de l'entreprise dans le data center, de son intégrateur, très important, qui va s'occuper des firewalls, qui va s'occuper de la maintenance des machines, qui va s'occuper de la maintenance des systèmes d'exploitation, etc., pour éviter toute la partie corruption logique. Donc c'est là où tout le métier de l'informatique commence, c'est là où nous on s'arrête et tout le métier de l'informatique commence. Voilà. Donc ça c'est une synthèse de ce que je viens de vous raconter. Sécurité physique, dans les grands points, vidéo, système biométrique, et puis un centre de supervision. Alors, pour moi c'est le plus important aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a beau mettre en place tous les systèmes qu'on veut, s'il n'y a pas de procédure derrière, ça sert juste à rien. Ça sert à faire joli. Donc pour reprendre un petit peu sans maîtrise de la puissance n'est rien, un slogan assez connu, dire sans process, la sécurité n'est rien. C'est pour ça que on essaie nous au maximum de mettre en place des procédures régulièrement, contrôler les équipements, former le personnel, former les clients du data center pour expliquer les risques qu'il peut y avoir en data center, les précautions à prendre. Et puis évidemment ça s'acquiert avec pas mal d'années d'expérience et ça évolue beaucoup dans le temps, puisque les systèmes par exemple de PDU intelligents, il y a quelques années, on n'en voyait pas. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même bien de savoir qu'on peut monitorer à distance, à quoi ça sert et que ça peut prévenir justement des pannes aussi, plus d'être un confort d'utilisation. Voilà, après, c'est effectivement, on en a parlé tout à l'heure, la partie sécurité dans un data center. Il y a très souvent plusieurs chaînes électriques qui sont, ça c'est on va dire un schéma très basique, tableau de distribution généraux basse tension, il y en a deux, des onduleurs, il y en a deux pour arriver effectivement sur deux voies le plus séparées possible
sur les doubles alimentations des serveurs. Cette chaîne, de préférence, elle est sécurisée par le groupe électrogène. Pour répondre effectivement à votre question de tout à l'heure, c'est assurer toujours la continuité de l'énergie, même en cas de coupure EDF. Après, effectivement, dans les data centers régionaux, il y a souvent une arrivée EDF, une arrivée groupe électrogène, parce que c'est pas des très gros data centers. Sur les data centers de Google, comme M. Dumont disait tout à l'heure, c'est des infrastructures qui sont beaucoup plus grosses. Puis après, bon voilà, une des composantes du data center, c'est sa connectivité. Ce qu'on dit tout à l'heure, la connectivité du data center. Alors pourquoi? Toujours pareil, c'est si on raisonne sur la partie sécuriser les données hébergées, à la limite, le data center il est connecté avec un tuyau, mes données sont sécurisées, tout va bien. Sauf que non, en général, pour qu'elles soient vraiment sécurisées, il faut les dupliquer sur un autre site géographique. Et c'est là où la connectivité data center intervient, c'est faciliter les transferts de données. Donc, je peux schématiser, avoir des très gros tuyaux aux sorties du data center pour pouvoir exporter les données sur un autre site géographique. Donc, c'est très important qu'un data center soit très bien desservi en termes de connectivité, toujours dans cette démarche de sécuriser les données qui sont hébergées. Voilà, donc ça, c'était ce que vous avez vu tout à l'heure. Alors, c'est sur le site, si jamais, de 2000 livres, si jamais vous voulez revoir le film. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Mais ça, ma petite question. La fibre noire. Oui. C'est quoi? Alors, c'est une fibre qui n'est pas éclairée. C'est-à-dire que c'est un câble. D'accord. Un câble qui est posé entre un point A et un point B, et sur lequel il n'y a pas d'extrémité, d'équipement d'extrémité aux deux extrémités. Voilà. On considère, la différence avec une fibre éclairée, c'est toujours le même câble, sauf que derrière on a mis des équipements et on a fait passer de la lumière dedans. Voilà, dans le jargon, c'est plus une fibre noire, c'est une fibre éclairée. Et là, c'est plutôt un service qu'on va proposer, typiquement un service de longue bande, ou un service on va dire de LAN to LAN, d'interconnexion d'un point A à un point B, ou un point A vers Internet. Deux questions. La première question, c'est concernant les connectiques de sortie de l'opérateur. Data Center de Montpellier, il a deux sorties sur deux tracés différents. Oui. Par le niveau pelleteuse Trois même. Okay. Et la question suivante, vous avez tout de l'agrément de santé sur Montpellier? Alors, sur ce data center, en fait, on a déposé au niveau national au sein de Néo Télécom, donc l'agrément de l'argent de données de santé. Ça fait presque un an. On n'a toujours pas de réponse de l'Asie. C'est très long. Par contre, on héberge déjà en fait sur notre data center de Besançon, donc la société Mosist, qui est en fait l'ARS de la région Franche-Comté, qui héberge chez nous, malgré le fait qu'on n'ait pas l'agrément, parce qu'on répond aux exigences de l'ARS en fait, l'agence régionale de santé de Franche-Comté. Donc on espère effectivement l'avoir sous quelques semaines, quelques mois, au niveau national, dans plusieurs data centers, donc sur Montpellier, Besançon, Toulouse et Paris. C'est quoi l'agrément santé? Ça inclut quoi? Alors l'agrément santé, c'est régi par le ministère de la Santé et l'ASIP, donc qui dépend du ministère, qui définit des normes, entre guillemets, à respecter pour héberger des données médicales à caractère personnel et nominative. C'est-à-dire qu'en gros, le dossier patient d'un citoyen français, à partir du moment où il est numérisé, informatisé et qu'il est stocké autre part que dans un établissement de soins, donc qui est accessible par d'autres personnes que l'établissement lui-même, il est couvert, il est sous le coup de l'agrément santé. Et ça implique d'avoir des procédures la philosophie de l'ASIP, c'est garantir la confidentialité de la donnée. C'est pas forcément sa disponibilité, c'est surtout que votre dossier médical,
il n'y a que les personnes qui sont autorisées à le consulter, ou que vous avez autorisé à consulter, qui puissent le consulter, et que votre dossier ne soit pas altéré. Voilà. On va dire, vraiment les deux principaux objectifs de la ZIP, et donc du coup, ils imposent aux hébergeurs un certain nombre de contraintes de traçabilité, de confidentialité pour garantir ça. Voilà. Nous, on les pose au niveau data center, et après, c'est les hébergeurs, les éditeurs de logiciels qui aussi ont. Donc ça s'applique à la santé et à tout le reste. Mais C'est une fois, l'agrément qui... voilà. C'est une fois qu'on l'a mis en place pour la santé, forcément, tout le reste en bénéficie en fait. Quand vous parlez d'un data center régional, c'est strictement institutionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise privée qui dépose des données dans ce data center. Ah non. Alors, je me suis expliqué. Le data center régional, c'est juste parce qu'il est situé en région. Il n'est pas situé à Paris, en Île-de-France. Alors, effectivement, historiquement, vous avez quand même, ce que disait mon confrère tout à l'heure, une grosse concentration de data centers en région parisienne. Pourquoi? Parce qu'il y a des interconnexions avec des opérateurs internationaux, il y a des grosses entreprises qui sont là-bas. Donc, historiquement, la plupart des data centers sont construits autour de la région parisienne. Depuis pas mal d'années maintenant, il y a aussi en région des data centers. IBM en est l'exemple très concret, hein, puisque c'est l'ancien data center français, enfin en France. Et donc il y a aussi des data centers au niveau régional. Mais ça ne veut pas du tout dire par contre que c'est destiné aux conseils régionaux. Non, c'est juste qu'ils sont géographiquement localisés hors de Paris. Donc dedans, il peut y avoir des serveurs qui hébergent toutes sortes de données de privées. Tout à fait. Les principaux clients, si je prends Montpellier par exemple, les principaux clients de data center comme sur Montpellier, vous avez des opérateurs, parce qu'ils ont besoin de chercher de la connectivité entre eux, de s'échanger du trafic, etc. Avoir un environnement pour garantir leur service de télécommunication qui soit très forte disponibilité des opérateurs, des éditeurs de logiciels, des intégrateurs, donc des sociétés qui vont construire des briques informatiques à destination de leurs clients entreprises. Puis vous avez aussi des entreprises qui viennent mettre leur système d'information dans un data center parce que elles ont X raisons, mais ça peut être des raisons de clean, des raisons de sécurité de leur bâtiment, d'énergie, de connectivité, enfin tout un tas de raisons. Donc en langue de procédure, pour l'instant, il n'y a qu'un seul data center. Ah non, il y en a en langue de procédure, il y en a plusieurs. Vous avez, comme je disais, IBM, qui en a deux maintenant d'ailleurs, enfin trois, parce qu'ils ont deux gros bâtiments sur le site de Confinan, plus celui de Gradès. Vous avez une autre, vous avez Cogent, un opérateur américain qui est situé près de l'UAI, l'école d'infanterie à Olympique. Vous avez SFR qui a un petit data center dans la région. Il y en a un du côté de Montpellier Nord aussi, et puis hors Montpellier. Il y en a un dans le 66, Perpignan. Sur Nîmes, je crois. Il y a RDI qui avait une petite salle aussi. Voilà. Enfin, il y en a d'autres que je ne connais pas, mais il y en a quand même plusieurs. Et qu'est-ce qui pourrait nous faire choisir, par exemple, avec ton choix client et je veux faire héberger mes données, qu'est-ce qui pourrait nous faire choisir plutôt un data center régional plutôt qu'un Paris? Alors, la proximité, c'est-à-dire que quand c'est une entreprise qui vient mettre ses serveurs, souvent elle a ses équipes informatiques qui sont situées dans le siège social, donc en région, et c'est quand même beaucoup plus pratique d'aller intervenir physiquement sur les machines quand vous êtes à 20 km que faire je l'ai fait, un retour à Paris, alors sur c'est pas très sympa. C'est vrai que c'est quand même relativement rare. Enfin, moi, je vois par exemple, ma société fait partie d'un groupe qui a ses données sur Paris. On est intervenu peut-être une fois en 3 ans. Donc effectivement, je me posais la question par rapport à ça, mais c'est plutôt en termes de connectivité. Est-ce que Montpellier, c'est équivalent pour se connecter sur les réseaux et sur Internet à ce qui est proposé à Paris? Alors, ça l'est devenu. Ça l'est devenu, ça l'était pas il y a une dizaine d'années. Effectivement, la bande passante était
très cher en région par rapport à Paris. Mais avec la démocratisation des réseaux, on arrive à des coûts de bande passante qui sont très similaires à ceux qui sont pratiqués à Paris. Aujourd'hui, par exemple, nous, la connectivité Internet, c'est le même prix qu'on la vend à Montpellier, à Toulouse, à Paris, à Londres, à Amsterdam, c'est pareil. On ne fait plus payer, on va dire, le surcoût de transport à nos clients pour aller en région. Donc du coup, c'est même économiquement plus intéressant, parce qu'à Paris, le mètre carré, on va dire le mètre carré de l'hébergement est plus cher. La bande passante pourrait être un petit peu moins chère, mais on va dire la bande passante s'équilibre. Par contre, le mètre carré en région reste quand même à des niveaux qui sont inférieurs sur Paris. Donc ça devient aujourd'hui moins cher d'héberger en région que d'héberger à Paris. Avec la même qualité, donc le même. C'est pareil. Mais d'un point de vue concret, donc ça veut dire qu'une entreprise peut avoir ses serveurs physiques dans vos locaux de data center. C'est exactement ça. Oui. Donc ça veut dire que les informaticiens peuvent rentrer dans le data center pour pouvoir intervenir dessus. Du client, tout à fait. Oui. Il y a des, ce que je disais tout à l'heure, en fait, au niveau des procédures, il y a des systèmes de contrôle d'accès qui permettent de, par exemple, si un client vient et dit je veux mettre mes serveurs au data center, ok, très bien. L'étape suivante, c'est de dire quelles sont les personnes autorisées à aller dans cette baie. Et donc, les équipes techniques du client elles vont être référencées, voilà, vont être référencées, vont mettre leur empreinte digitale, etc., etc. Il n'y aura que ces personnes-là qui vont pouvoir rentrer. Et donc aussi, vous imposez des normes techniques, j'imagine, pour les équipements qui sont installés. N'importe quel type d'équipement ne peut pas être installé. Alors, c'est là où la difficulté, parce que on va dire on a la chance aujourd'hui de travailler avec beaucoup d'intégrateurs qui connaissent le métier. Donc eux, ils savent qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi comme machine. Donc ils savent guider leurs clients en disant voilà, mettez plutôt tel type de serveur. Effectivement, on a aujourd'hui assez peu de clients qui arrivent avec des serveurs qui ne sont pas compatibles avec les data centers, des serveurs tours par exemple, avec des refroidissements sur les côtés, c'est pas optimisé pour un data center. Donc heureusement, on n'a pas trop de cas de figure, donc on n'a pas trop à imposer, nous, ce qu'on peut mettre dans le data center. Les clients le savent de même. Vous louez, je suppose, des serveurs aussi. Ah non, non. Vous ne faites pas l'hébergement utilisé. Non. Oui, donc vous, c'est une cage, c'est des bâtiments. C'est l'infra, exactement. C'est l'infrastructure pure et dure. J'aurais deux questions. Est-ce que Néo, vous êtes capable de tirer du coup c'est de la fibre sur le domaine public d'un point A à un point B en arc? Et après derrière, est-ce que les réseaux militaires à Montpellier de l'éducation recherche? Et mon besoin c'est d'avoir de la résilience autre que de la fibre Vegas. Est-ce que vous êtes capable de pousser de la dark sur Montpellier et que je l'opère derrière? Oui. Ça ma question. Que oui, mais on bien. Et la deuxième, c'est est-ce que Néo a des velléités de faire un GIX, un point d'échange, sur Montpellier? Alors, Si oui, derrière, l'idée c'est effectivement aujourd'hui ça coûte moins cher de l'attaquer sur Paris que de l'amener sur Montpellier. Ça a déjà Trévier sur Montpellier que tout passe en Paris, c'est un gros problème de transport. Je vais prendre l'exemple de l'éducation par exemple. Aujourd'hui on a énormément de cours à distance, Montpellier 3. Un étudiant qui est chez Free, qui est chez SFR, chez les opérateurs DSL, le paquet va passer par Paris pour redescendre sur Montpellier. Ça, c'est un coût, ça a de la latence. Même si c'est des volontés d'opérateurs de ne pas forcément rester localement. Moi, j'ai du flux en sortie qui repart sur Paris. Ça me coûterait le même prix qu'il soit sur Montpellier. Mais intellectuellement et en termes de rentabilité pour les opérateurs, il y aurait tout intérêt à garder des flux régionaux en région. tout à fait. Pas de les faire transiter, Est-ce que à terme, est-ce que Toulouse en a un, ou Lyon aussi, vous êtes aussi, à Marseille aussi, toutes les grandes Paris d'opérer un GIX pour échanger, parce qu'il y a aussi un intérêt pour les entreprises privées de pouvoir se faire de l'échange sur le. Tout à fait. Alors c'est un sujet qui était d'actualité effectivement il y a quelques mois. Pour info, en fait, Néo Télécom a été un des membres fondateurs du Transix.
Et sur Montpellier, on avait effectivement le projet de monter un GIX. On s'est rapproché de l'agglomération de Montpellier. Voilà, qui avait aussi justement cette idée d'échange, et puis des opérateurs aussi partenaires de Néo. Donc on était allé assez loin en fait sur ce projet-là. L'idée c'était que effectivement Néo fournisse la partie data center, différentes rocades vers des opérateurs locaux, et puis que l'administration mette la partie équipement actif ou autre pour voilà, faire ce GIX. Bon, entre-temps, effectivement, il s'est passé un certain nombre de choses au niveau électoral. Et donc certains projets ont été un petit peu mis en stand-by. Nous, de notre côté, avec le rachat par Zayo, on va dire, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais on est quand même obligé de justifier aussi la mise en place de ressources pour un GIX local. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas trop d'actualité, mais en tout cas, on était très favorable à effectivement faire des GIX. C'est vraiment dans la philosophie de Néo. Aujourd'hui, ce qu'on propose même, c'est ce qu'on appelle le Néo Peering, c'est une interco avec le Francix. Renater, c'est AS2202. Renater, on est au Francix, on pense sur le Francix. L'idée, c'est pas. Renater, c'est Renater, mais le monde va faire notre propre AS. Mais l'idée, c'est d'essayer de gens qui font du BGP de pouvoir remonter sur Paris, de pouvoir partir sur Toulouse, d'opérer sur le local. Aujourd'hui, prendre de la latence, de faire la téléphonique, de faire des vidéos, les débits explosent et quand il faut discuter avec son voisin, de remonter sur Paris, de changer, de faire pourquoi le tour de Paris, si on est chez Free, on va faire un tour aux États-Unis ou à Francfort pour revenir en France pour redescendre avec son voisin. C'est un peu. Après, voilà, effectivement, il faut aussi que les FAI jouent. Nous, on est partant, mais en même temps, on est vraiment opérateur d'opérateurs. En fournir le transit à d'autres opérateurs. Ceux qui doivent être mis dans la boucle, c'est effectivement les Free, Il y a pas mal de nouveaux jeux. Donc voilà, nous on était clairement partant là-dessus. Après, ça prendra peut-être un peu de temps. Une question concernant la supervision du data center. Pour superviser les différentes données. Et au niveau de la veille, par exemple, les produits, les PDU qu'on vous a présenté tout à l'heure, est-ce que vous supervisez également ces données au niveau du data, ou est-ce que c'est le client qui les gère? C'est le client qui les gère. D'accord. Et en cas d'anomalie ou d'incident, comment ça se passe? Il passe là-dessus? Alors, en fait, comme le client est autonome dans sa baie, on a considéré que nous, c'était à lui de gérer ses serveurs et donc de détecter si effectivement il y avait des anomalies de consommation sur ces serveurs. Parce que c'est quand même mieux placé pour savoir si son serveur va être sollicité à l'instant T. Voilà, donc on va lancer un batch, une base de données, je ne sais quoi, donc le processeur va tourner à fond, donc il va le savoir que le serveur consomme plus. S'il doit rebooter ses machines, nous on ne sait pas ce qu'il y a dessus, donc on ne va pas aller le faire à sa place. C'est pour ça qu'on a dit que la cloison, si vous voulez, on va mettre à disposition les bandeaux, après la gestion des bandeaux, enfin pas d'ailleurs, mais la gestion des bandeaux, c'est du ressort du client. Et effectivement, les données environnementales, il y a certaines informations qu'on aimerait avoir, parce qu'elles sont au niveau du bandeau, mais qu'on ne peut pas avoir parce que justement on a délégué ça au client. C'est dommage qu'il n'y ait pas effectivement. C'est effectivement. C'est un petit peu, je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu dommage. Ça pourrait être le cas si on avait une autre philosophie, c'est-à-dire on gérait les serveurs. En data center, on gérait tout de A à Z, mais on n'est pas du tout dans ce métier-là. En s'arrêtant à l'infrastructure, on est obligé de faire ce choix de séparer les. Et ça ne pose pas de problème au niveau de ce qui est climatisation, c'est-à-dire que le client peut venir effectivement avec ses baies. Ça peut être des call corridors, ça peut être des déposés. Comment ça se passe en classement au niveau de climatisation? C'est plus compliqué. C'est pas forcément l'urbanisation du data center. C'est-à-dire que vous avez par exemple un client qui va arriver avec une baie, il va prendre une baie, il va rien mettre dedans pendant 6 mois, le jour il va arriver, il va mettre 4 baies,
exemple extrême. Hein. Et donc, du jour au lendemain, si je peux dire, vous allez avoir un point chaud qui va se créer dans le data center et qui n'était pas prévu à la base. Donc on essaye au maximum d'anticiper ça. Déjà parce qu'au niveau des arrivées électriques, on sait si c'est du 16 ampères, donc conso, on va dire 3 à 4 kVA, ou c'est au-delà. Donc on essaie de dialoguer au maximum avec le client pour savoir qu'est-ce qu'il va mettre dans la baie, à quelle échéance, et de prévoir en conséquence une urbanisation adaptée. L'urbanisation, ça va être quoi? Ça va être vérifier que les clims des corridors sont bien dimensionnés pour ces points chauds. Vous avez des trappes en fait de sortie de l'air froid. Donc ça aussi, on peut les disposer de manière à mettre les plus grosses sorties devant les baies qui consomment le plus. A contrario, des baies qui consomment quasiment là, on va pas mettre de date, tout simplement. Jusqu'à présent, on est arrivé à bien gérer l'énergie comme ça. Enfin, le refroidissement plutôt avec ces systèmes. Il y a des sondes aussi, des sondes de température dans les couloirs qui permettent de détecter s'il y a un peu chaud et de le traiter de façon très locale. Bon, si c'est bon pour tout le monde, ça court un petit creux. Merci. Merci.